Bah, l'idée c'était, oui, moi ce qui m'intéresse à faire des films c'est leur aventure, sinon ça m'intéresse pas, donc il fallait qu'il y ait une prise de risque pour qu'on nous trouve un peu de plaisir à le faire. Donc il y avait à la fois le souvenir le bon souvenir du petit Quinquin, mais qui était une expérience de télévision. Donc la télévision, elle a quand même fait qu'on avait choisi une manière d'écrire, une manière de tourner qui lui était propre, et j'avais quand même envie d'être plus cinématographique à la fois dans l'image et en même temps dans les sentiments, c'est-à-dire d'approfondir un peu et de voir si je pouvais être plus profond justement dans un film de cinéma. Et il y avait quand même surtout le rire, c'est-à-dire le grotesque qui m'intéresse particulièrement maintenant. Et donc comment je pouvais grossir encore plus ce que j'avais pu faire. Donc j'ai essayé d'appuyer un peu plus, à la fois sur de rentrer dans le grotesque des personnages, donc trouver notamment chez les Vampétéghem par exemple des personnages qui sortent du réel maintenant. Je commence à, sans doute avec Petit Quinquin et maintenant encore plus, à sortir d'un naturalisme qu'on m'avait prêté mais qui finalement n'était pas vrai, mais là ça ne l'est plus du tout. Mais effectivement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tellement de rire, c'est de pleurer et de rire. Je pense qu'il y a dans le voyage d'un spectateur dans une salle, ce qui est très intéressant, c'est de le faire passer dans des bains successifs, et ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir peur en soi. Je pense que la peur passe par un moment de sécurité, et que le bonheur et que le rire passe par un moment d'angoisse. Et quand on pleure, finalement, on pleure surtout parce qu'on a ri avant. Et que ça, c'est dans la nature des choses. Et donc il faut dans l'écriture écrire pour ça. Et donc je pense que Maloute, c'est justement une préparation où il y a tous les éléments et tous les gens qui sont déjà prêts au repos, les Vampétéghem, les bruits forts, les policiers, pour se mettre en branle et créer une espèce d'explosion justement de ce mélange. Hugo revendiquait le mélange des genres, c'est-à-dire justement dans l'écriture et dans l'histoire de croiser les couleurs. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui existait et qu'aujourd'hui, enfin, il y a une espèce peut-être que l'industrie a cherché à canaliser, c'est-à-dire à structurer davantage les genres peut-être en même temps pour les densifier. Mais moi j'ai toujours eu même quand je vois un film de genre, j'ai toujours une frustration en fait. Quand je vois des films d'horreur, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui me frustre, et justement c'est souvent son contraire. Moi je pense que j'en avais pas besoin, les acteurs professionnels, j'en avais pas besoin jusque-là. C'est-à-dire par rapport à ce que j'écrivais, quand je fais La vie de Jésus, j'ai pas besoin d'acteurs professionnels, ça me sert à rien. Voilà. Mais compte tenu de ce que j'écris aujourd'hui, et justement, et comment, je te disais un petit peu tout à l'heure, comment mes personnages sont perchés, j'ai besoin de professionnels de ça, c'est-à-dire des virtuoses de la composition, parce que mes personnages sont très composés. Donc ils sont très, comment dirais-je, très fabriqués, et là, l'acteur dit professionnel, il y trouve sa place naturelle. Donc c'est pour ça que moi quand on me disait mais il aime pas c'est pas que j'aime pas, c'est que jusque là j'en avais pas besoin. Et quand j'ai fait le déclic, c'était Camille Claudel, c'est-à-dire qu'il fallait que je compose Camille Claudel, mais en même temps j'ai été chercher pour composer une artiste, Camille Claudel, j'ai été chercher une artiste. Donc je travaille comme ça, et pour faire un paysan, je prenais un paysan. Donc c'est pas tellement différent en fait, c'est-à-dire que ma démarche est la même, et que l'arrivée de Fabrice Lucchini, par exemple, elle est naturelle, en fait, par rapport au sujet. Je veux dire, quand on voit, je pense, André Vampétéghem, je pense qu'il y a quelque chose, enfin, j'espère, qui est naturel, et qui n'est pas, comme ça, une espèce de crise par laquelle je serais passé, absolument pas. Et moi, je leur ai dit, j'ai dit tout de suite à Fabrice, je ne veux pas que tu joues comme tu es, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai même dit, le cinéma que tu fais ne m'intéresse absolument pas. Alors, il ne l'a pas forcément bien pris tout de suite, parce que je lui disais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est ta qualité d'acteur. C'est-à-dire comment, toi, acteur, ton métier, c'est de composer un autre que toi. Donc j'ai dû lui planter et lui proposer, il a eu des craintes d'ailleurs, à savoir, est-ce que je vais réussir à le faire, de proposer un autre que lui, et dont je pense qu'il a le talent pour le faire.
Mais il n'avait pas l'habitude. Je pense qu'on est dans une veine, notamment en France, très, très sociologique, où l'acteur fait comme il est, quoi. Il joue comme il est. Alors, il y a des gens qui adorent, moi je n'aime pas. J'ai dit la même chose à Juliette et j'ai dit la même chose à Valéria. Donc ce qui m'intéresse, c'est de les contrarier. Et justement, de trouver en eux quelque chose d'autre. Et ce sont des acrobates, c'est-à-dire c'est leur métier. Et donc cette espèce de virtuosité à laquelle ils sont parvenus, justement chez des personnages farfelus, c'était tout à fait passionnant à faire. Mais ils avaient peur, hein. Je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps à les convaincre de sortir de leur gond, en fait. Il ne faut pas les laisser aller, il faut les tenir tout le temps, il faut les diriger. Alors, il y a des gens qui diriger, ça ne veut rien dire. Bah si, ça veut dire quelque chose, ça veut dire tu vas là et tu le fais comme ça. Donc c'est pas laisser un acteur ça se laisse pas. Lucchini en liberté, c'est une horreur, quoi. Il va dans tous les sens. Il faut le cadrer, et quand il est cadré, mais il est formidable, hein. Mais il ne faut pas avoir peur de leur dire ça, et je pense qu'ils aiment ça, hein. Je veux dire, ils le prennent très bien, et ils aiment bien avoir quelqu'un qui leur explique, et ben voilà ce qu'il faut faire. Et la grâce, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils emmènent ça totalement dans des choses totalement inespérées et extraordinaires. Bon, c'est bizarre comme langage, mais les professionnels sont très intimidés par les non-professionnels. Parce qu'ils voient tout de suite la puissance qu'ils ont. Et ça les impressionne, parce que cette puissance, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont plus, puisque leur métier, c'est d'être polymorphe. Donc ils ne sont pas mono. Voilà. Et tandis que Machin, c'est une puissance de jeu absolument extraordinaire, étroite, gigantesque. Quand il le rencontre, il voit bien Fabrice qu'il n'a pas ça. Donc ça le rend petit, et ça l'intimide. Mais sa puissance à lui, elle n'est pas là. Elle est justement dans sa capacité à ce que Machin ne sait pas faire, c'est composer. Lui, il ne peut pas composer. On est aux extrémités sociales, finalement, de deux familles, mais extrémités poussées à la limite, puisqu'ils sont tous les deux, en quelque sorte, monstrueux. Donc c'est-à-dire qu'on pousse très loin, et ça crée justement une dualité très très puissante et très forte, mais en même temps on voit bien une attraction, c'est-à-dire que à les pousser aussi loin dans le monstre familial incestueux ou l'anthropophagie, il y a un phénomène d'attraction très très fort, et bizarrement, c'est la grâce, c'est-à-dire il y a un sentiment tout à fait contraire. Et c'est pour ça que le sentiment amoureux qui réunit ça, il est fabuleux, parce qu'il est justement porté par les contraires. Donc quand on brasse justement des genres aussi différents, aussi distincts, on sent bien qu'on a dans les mains quelque chose de puissant qui est là, qui est humain, qui foisonne, et qui est qui est toute la magie en fait. Parce que je pense que le burlesque et le comique travaillent les contraires. C'est-à-dire que le registre burlesque, Laurel et Hardy, c'est deux contraires. Donc le monde du burlesque est un monde très simple, divisé en deux, le grand, le petit, le gros, le maigre. Donc c'est ça le registre profond, qui fait que c'est drôle. Donc quand on voit quand on voit Tati par exemple, c'est pareil, il y a quand même une simplification du réel, on le simplifie, et donc il y a des chocs très visibles, très clairs, qui font la comédie. Je grossis mon trait, c'est-à-dire je suis dans le grotesque d'un cinéma que j'ai fait, c'est-à-dire que je pousse, et je vais dans des zones qui sont plutôt des zones habituelles, c'est-à-dire de rechercher le grotesque de la grâce. Parce que je pense que même dans la grâce, il y a du gros, en fait. Donc, et c'est très intéressant, justement, d'atteindre, de monter en puissance dans le lyrique, et de trouver le rire dans des endroits qui, jusque-là, étaient plutôt édifiés, c'est-à-dire qu'on ne riait pas, c'est-à-dire que... Et moi, j'aime bien me moquer, c'est-à-dire je trouve qu'il est assez plaisant, quand même, de faire tomber les statues. Moi, ça va dans le sens de ce que je pense, c'est-à-dire je suis souvent agacé quand je fais des films contemporains sur la lecture sociologique qu'on me donne. Donc, ce faisant, il y a moins de coïncidences avec les relations de classe, par exemple, puisqu'elles n'existent plus. Donc, du coup, je peux viser juste sans m'encombrer des critiques qui vont dire oui, mais il oppose les gens, le Nord-Pas-de-Calais, toutes choses que j'entends d'habitude. Mais en même temps, effectivement, en s'attaquant, même en étant dans une autre époque, il y a quand même des choses universelles, donc comme le genre, qui est là et qui reste contemporain. Mais ça permet justement de travailler plutôt les idées contemporaines que de masquer ça par ce qui est le plus gênant pour moi, c'est le réel d'aujourd'hui, quoi. Le réel d'aujourd'hui ne m'intéresse pas. Donc le fait de tourner en 1920, ça règle la question. Ce sont deux jeunes gens du Nord que j'ai trouvé sur place. Moi, j'ai passé... Billy était très compliqué, donc j'ai cherché Billy un peu partout. J'ai cherché Billy à Paris, dans le Nord, etc. Donc je suis passé par
comme c'est un personnage qui a une nature sexuelle tout à fait particulière, j'ai fait ce que je fais à chaque fois. Moi, quand j'avais fait Adovitch, j'ai été dans les couvents, et finalement non. Et là, c'est pareil. J'ai été voir les associations gays, lesbiens, tout ça. J'ai rencontré des tas. Bon, c'est très intéressant. Je fais mon voyage. C'est-à-dire, il faut que je passe que je chemine. Nadège, par exemple, c'est une fille, elle est marin-pêcheur, quoi. Donc, elle est au-delà de. Voilà, et c'est des rencontres. Ce qui est extraordinaire, c'est de distribuer des rôles et de passer une année à chercher. Et finalement, trouver autre chose, voilà, de prendre une fille qui ne correspond pas forcément. Et c'est très intéressant de le faire. Moi, je le fais moi-même, quoi. Je veux dire, il faut justement tomber. Moi, quand j'avais écrit Malou, c'était d'abord une histoire entre un homme et une fille, quoi. Et à la fin, je dis, mais quel intérêt, quoi. On a vu ça 1000 fois, quoi. Et je dis, on va changer. Et le fait d'avoir changé, ça modifie justement cette histoire. Et ça nous la rend sous un autre jour, et du coup, ça nous repose des questions, probablement très très actuelles, sur le genre, sur la sexualité, bien évidemment. En fait, je suis parti, j'ai quand même construit le scénario autour de cartes postales existantes, dire du lieu, c'est-à-dire le lieu, comme beaucoup de villages français, il y a une série de cartes postales anciennes qui sont là. Et l'une des cartes postales qui m'avait vraiment frappé, c'était justement les passeurs de la Slack. C'est-à-dire qu'on voyait effectivement des gens du pays qui faisaient traverser une rivière aux bourgeois. Et le point de départ de l'histoire, c'est ça. Et le parc à huîtres, le bateau naufragé, tout ça, c'est des choses que j'ai vues sur des cartes. Donc en fait, dans le scénario, j'ai relié des cartes postales entre elles. Alors j'ai essayé, comme j'étais en 1920 et j'ai tourné en 2015, forcément on tournait dans l'anachronisme total, il y avait des bâtiments contemporains, il y avait des bateaux, il y avait des avions, etc. Donc il a fallu faire un travail très important d'effacement. Donc du coup on recrée un paysage, ce qui m'arrive pour la première fois, c'est-à-dire de créer ça. C'est un paysage imaginaire, mais c'est un imaginaire qui vient des cartes postales. C'est-à-dire, quand je donnais des instructions au peintre numérique, je lui donnais la carte postale. Tu me fais ça. Mais du coup, cette représentation du Nord-Pas-de-Calais, c'est une représentation du passé. C'est-à-dire que on va aujourd'hui dans la baie de la Slack, ça ne ressemble pas du tout à ça. Et du coup, ça me fait sortir encore plus de ce que je disais tout à l'heure, du contemporain. C'est-à-dire, je pense que ça sied bien. Ça va permettre, j'espère, que le film soit vu sous son jour intérieur et pas sur son dehors, à savoir ce que j'entends sur Petit Quinquin, par exemple, le Nord-Pas-de-Calais, mais quelle image du Nord-Pas-de-Calais et compagnie. Quelque chose qui empêche de voir, en fait. Ça empêche les gens de voir Petit Quinquin, de se bloquer comme ça. Mais la culbute, c'est dans l'histoire du cinéma, les premiers films comiques, c'est ça, c'est tomber. Le rire, c'est je tombe, c'est-à-dire c'est les glissades, c'est toutes les formes de chute qui, par rapport à un cinéma que moi j'avais, qui était plutôt bien installé sur un socle, donc c'est pour ça que le rire naît du fait que je fais tomber. Ce que j'avais posé sur des socles, ça tombe. Et donc le rire est là, puisque justement il y a des choses qui sont très, comme ça, très, même peut-être prétentieuses et qui vont tomber. Et du coup ça crée un équilibre qui fait, je pense, la bonne distance des choses que je pense avoir trouvé maintenant. C'est ce que je pense aujourd'hui de tout. C'est-à-dire de la politique, de tout. Je pense qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est ce que je pense du gouvernement. C'est ce que je pense de la gauche. Elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. On sait très bien ce qu'il faut faire. Je pense qu'on est tous là. Tous les corps de décision à tous les niveaux, même la télé, même tout ça. On sait exactement ce qu'il faut faire en télévision. On sait ce qu'il faut faire. TF1 sait très bien ce qu'il faut faire. Ils ne le font pas. Mais quand on rencontre les responsables, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc ce hiatus un peu schizophrénique est exactement le monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Voilà, parce qu'il y a des contraintes, il y a plein de choses qui expliquent pourquoi on ne fait pas ce qu'il faut.